Bonjour, Anne-Laure et moi, nous allons vous présenter la partie sur la justification des fondations par essai. Tout d'abord, je vais vous présenter le principe général de dimensionnement. Ensuite, Anne-Laure va rentrer un peu dans le détail des données d'entrée qui ont déjà été un peu évoquées. Elle vous présentera aussi la partie sur l'ébauche dimensionnelle. Et je vous présenterai ensuite le mode opératoire des essais, puis le dimensionnement. Et on finira avec un exemple. Le principe général de dimensionnement des fondations, je vais commencer par une petite définition. Pour toute la suite, un type de fondation, c'est 5 éléments, toujours les mêmes. Une zone géotechnique homogène, un type de profilé, ou la même section, une longueur d'ancrage du profilé dans le sol, une méthodologie de mise en œuvre et un torseur d'effort mobilisable. Pour chaque type de fondation, le schéma, c'est toujours le même. On commence par une ébauche dimensionnelle. Après, il y a le protocole des essais à la rupture. Ensuite, les essais sont réalisés. Puis, on peut justifier le dimensionnement. Et si le dimensionnement n'est pas justifié, alors on revient à la case de l'ébauche dimensionnelle. Comme ça. Donc les données d'entrée, Benjamin a déjà pas mal évoqué le sujet. Donc tout ce qui concerne les risques et aléas géotechniques, le zonage géotechnique avec les maquettes ou modèles qui vont avec, et la détermination de l'épaisseur de sol dégradée, avec toujours un minimum de 50 cm, ça c'est les études géotechniques de conception. Ensuite, on a les descentes de charge en tête de fondation profonde et les déformations admissibles. Ça, c'est des données qui proviennent du maître d'ouvrage ou du bureau d'études structure. Les coefficients partiels à appliquer, de sécurité, de modèle, de méthode, ça vient des normes en vigueur, dont la 94-262, et des recommandations. La protection des fondations contre la corrosion, idem, c'est les normes, le bureau d'études structure qui donne ces contraintes et les manières de prendre ça en compte. Donc ça peut être une surépaisseur, une protection. Concernant l'abrasivité des profilés, là actuellement c'est un sujet un petit peu, en recherche ou en débat. Il faut peut-être parfois adapter la protection des profilés au type de sol, si on a des sols très abrasifs. Et enfin, l'agressivité des sols et des eaux vis-à-vis du béton. Ça, c'est une analyse spécifique pendant la conception avec des essais en laboratoire. Avant de pouvoir commencer l'ébauche dimensionnelle ou le dimensionnement, il nous faut aussi une géométrie en plan du profilé, une largeur, un périmètre, une section, un produit d'inertie, les caractéristiques du matériau utilisé. Donc, soit ce sont des hypothèses qu'on prend si on est en amont du projet, ou alors ce sont des données qui sont fournies selon à quel stade on en est de l'avancement du projet. Et puis, les données de sol, pression limite, pression de fluage, module pressio et ou résistance en pointe, coefficient rhéologique des sols, ça, ce sont des données qui sont issues du modèle géotechnique. Donc, avec tout ça, on va pouvoir conduire l'ébauche dimensionnelle. Donc, on va déjà faire des calculs sous les efforts horizontaux et moments. Donc, dans ce cas-là, l'épaisseur de sol dégradée, dont on a parlé avant, on va la prendre en compte en ayant une réaction frontale des sols qui est réduite. Donc, c'est bien expliqué dans les recommandations. Il y a des petits schémas, vous pourrez regarder ça en détail. Ensuite, on va vérifier la déformation du terrain vis-à-vis des critères fixés par le maître d'ouvrage. Donc les déplacements. La détermination des sollicitations ELU de flexion effort tranchant et la vérification des contraintes STR. On va également vérifier tout ce qui est décrit dans la norme 94-62 d'une manière générale. On vérifie l'absence de plastification sous les sols dégradés à l'ELS et on anticipe tous les déplacements. Sous effort vertical, cette ébauche dimensionnelle, elle consiste à mener les calculs selon l'approche modèle de terrain, qui est décrite dans la norme 94-262.
L'épaisseur dégradée, ici, elle est prise en compte en neutralisant le frottement sur cette épaisseur. Donc toujours minimum 50 cm. Le type de pieu qu'on va prendre en compte là dans nos calculs à ce stade, c'est le plus proche de la méthodologie envisagée pour le projet. Donc encore une fois, selon où on en est au stade d'avancement du projet, c'est une hypothèse ou c'est où on a un peu plus défini les choses. Et enfin, on utilise les méthodes qui sont basées sur les essais préciaux Ménard ou le pénétromètre statique. Donc d'où l'intérêt d'avoir des essais préciométriques quand même dans les sols pour pouvoir dimensionner quelque chose par le calcul. Les recommandations, donc ça c'est un consensus qu'on a trouvé dans le groupe de travail. On recommande un ancrage de 1 mètre au minimum sous l'épaisseur de sol dégradé. Donc, si vous avez bien suivi, l'épaisseur dégradée, c'est forcément au minimum 50 cm, donc auquel on rajoute 1 mètre. Donc ça nous fait forcément des pieux de 1,50 m au minimum. Ensuite, la justification dimensionnelle STR. Là, on se réfère à l'Eurocode du matériau constitutif de la fondation. Il y a l'histoire de la corrosion du profilé. Donc, soit on protège le profilé par une épaisseur sacrificielle ou un autre type de protection. Et puis, il y a quelque chose à prendre en compte sur des précautions de ces profilés durant le transport, la manutention, la mise en place, et notamment la mise en place dans le sol avec des éventuels problèmes d'abrasivité. L'ébauche dimensionnelle nous permet de définir au moins un type de fondation qui répond aux attentes pour chaque zone géotechnique. Une fois qu'on a donc notre type de pieu qui paraît répondre à toutes nos données d'entrée et à toutes nos contraintes, on va choisir les pieux qu'on souhaite tester dans le cadre des essais dont Pauline va vous parler après. Donc on peut choisir de tester, par exemple, pour un même profilé ou un même type de pieu, différentes profondeurs pour mettre toutes les chances de son côté. On peut tester différents profilés, différents diamètres, par exemple, si on part sur des pieux forés scellés au béton. Ou, par exemple, on peut proposer de tester des pieux battus et des pieux forés scellés au béton si on a des doutes sur des éventuels refus de battage. Ensuite, on rédige un protocole pour les essais à la rupture. Donc, ce protocole, il doit présenter les types de pieux qu'on souhaite tester, les valeurs des paliers de chargement horizontaux et verticaux, on va en parler après dans le détail, la durée des essais et la méthode de réalisation de l'essai. Et ensuite, on réalise les essais. Donc, je vais passer au mode opératoire des essais. On distingue deux types d'essais, les essais à la rupture et les essais de contrôle. À chaque fois, l'objectif est assez différent et j'insiste un peu. Donc, pour les essais à la rupture, l'objectif, c'est le dimensionnement. Il y a deux phases, essais préalables et essais de conformité, qui sont ensuite différenciés entre portique et monopode. À chaque fois, on teste des charges horizontales et des charges verticales. Et ensuite, il y a les essais de contrôle qui ne permettent pas le dimensionnement et eux qui servent à faire des vérifications post-exécution. Le matériel d'essai, il est composé de 4 organes principaux. Il y a le massif de réaction, ici c'est la pelle mécanique. Il y a le système de mesure de l'effort appliqué qui se situe ici, qui a un peson. Il y a le système de chargement de la fondation, donc ici c'est un palan. Et il y a le système de mesure au pied, un comparateur micrométrique. Ici, c'est le chargement vertical. Il y a quelques points de vigilance, notamment au niveau de la sécurité et surtout de la stabilité et de la masse du massif. Et le point sur lequel je reviendrai, ce sont les interférences. Le système de chargement, donc ici, je vous le présente en horizontal. Il y a un peson, un palan, des élingues et du matériel de liaison entre tous ces éléments. L'objectif, c'est d'appliquer des paliers d'effort et de les maintenir stables, parfois en
retendant un peu le dispositif. Les efforts, ils doivent être strictement verticaux ou horizontaux et ils doivent permettre d'atteindre l'arrachement des pieux. Donc le matériel doit être suffisamment dimensionné aussi, ou au minimum 200% de l'ELU. Le système de mesure, donc on va vouloir mesurer 2 paramètres. Il y a la valeur de l'effort qui est appliquée avec le pesant et le déplacement du profilé dans la direction exacte de l'effort. Généralement, c'est un comparateur micrométrique et un dispositif de maintien. Sur les illustrations, ici, il y a le positionnement correct du bâti qui est hors du cône d'arrachement. Et ici, le comparateur est trop près de la fondation. Pour des essais à la rupture spécifiquement, il faut matérialiser in situ par remaniement avant l'essai l'épaisseur de sol dégradé. On prend en compte l'enveloppe du torseur à l'ELU, toutes combinaisons confondues, avec les charges verticales et les charges horizontales, voir les moments si c'est possible, parfois avec une rallonge ou ce genre de choses. On teste la même fondation que celle qui sera mise en œuvre pendant le chantier. Donc ça veut dire même profilé, même section, même longueur et le même mode d'exécution, la même procédure que pendant le chantier. La mise en place des fondations, elle fait l'objet d'un suivi d'exécution avec un rapport qui comprend notamment l'enregistrement des paramètres, donc forage, battage, voilà, mais aussi des informations pratiques qui peuvent permettre de mieux comprendre les résultats. Ensuite, la question qui se pose, c'est combien d'essais ? Donc pour y répondre, il y a plusieurs points. Un essai, c'est un type de fondation pour une zone géotechnique homogène, et un type de fondation, c'est une section ou un profilé, une longueur de pénétration et une technique de mise en œuvre. Pour pouvoir décider du nombre d'essais, il faut comprendre comment on va interpréter ensuite les essais. Et donc en fait, les résistances qu'on va mesurer, elles vont être réduites avec des coefficients qui s'appellent Xi1 et Xi2. Et donc dans les recommandations, on présente des valeurs pour ces Xi1 et Xi2. Et donc en fonction du nombre d'essais, on va avoir des Xi1 et Xi2 différents. Plus la densité d'essais est grande, moins la sécurité sur les résultats est importante, et inversement. Dans ce tableau que vous retrouverez dans les recommandations, il y a également des petites lignes à la fin. Il est possible de prendre en compte les essais préalables. Quand on met en œuvre du préforage, il y a plus d'essais, entre plus 20 et plus 50%. Et il y a des mesures particulières à prendre pour les zones hétérogènes par nature. Par exemple, des remblais anthropiques. Ici, il y a un petit graphique qui illustre la progression quasi linéaire des Xi1 et Xi2 en fonction des surfaces géotechniques homogènes et de la densité des essais. Ensuite, toujours pour des essais à la rupture, il y a la durée des paliers. Donc, en fonction de si les sols sont cohérents ou pulvérulents, il va y avoir des proportions d'essais longs et courts recommandées qui seront différentes. Les essais longs sont vraiment les essais de référence. Et donc, pour cette raison, ils sont préférentiellement réalisés au début et il en faut au moins un par zone géotechnique homogène. Si on observe un comportement qui est différent entre des essais longs et courts, l'interprétation se basera plutôt sur les résultats issus des essais longs. La durée des paliers, donc elle est de 5 minutes pour des charges horizontales, 15 minutes pour des essais longs sous charge verticale et 5 minutes pour des essais courts sous charge verticale. Et la décharge, elle doit durer au moins 15 secondes. La mesure de la déformation, elle intervient à chaque minute jusqu'à 5 minutes, puis toutes les 5 minutes, et on mesure également les déformations après la décharge. Ici, j'ai remis des schémas qui présentent les séquences de chargement. Ici, pour les charges horizontales et ici pour les charges verticales,
À chaque fois, il y a un petit palier de préchargement, de mise en tension, on pourrait dire 5% de l'ELS caractéristique. Ensuite, pour la charge horizontale, le palier il est limité à 110% de l'ELS caractéristique. Pour les charges verticales, on voit que c'est un chargement croissant qui va jusqu'à 230% de l'ELU, ou bien la rupture, ou bien le maximum de l'appareillage qui ne doit pas être inférieur. Donc, le chargement vertical est généralement en traction. Au niveau de l'interprétation, le paramètre qui nous intéresse, c'est la résistance maximale, le RMES, qui correspond au minimum entre la charge au seuil de déplacement admissible, le déplacement admissible étant généralement défini par le maître d'ouvrage ou le bureau d'études en charge de la structure, ou bien la valeur d'arrachement total de la fondation, ce qui implique de fixer un critère pour l'arrachement. Bien souvent, c'est le déplacement théorique de l'ordre de B sur 10. Ensuite, l'autre typologie d'essais sont les essais de contrôle. Comme je le disais, ils n'ont pas pour objectif de valider ou confirmer un dimensionnement. Ils sont menés sur les fondations définitives, tant pour des essais horizontaux et verticaux, avant le montage de la structure. Et ils concernent au moins 1% des fondations exécutées, avec au minimum un essai par hectare. Dans certaines conditions, le nombre d'essais peut être augmenté. Il y a des détails à ce sujet dans les recommandations. Un palier dure 5 minutes avec une remise à 0. Et le déplacement est mesuré toutes les minutes ainsi qu'après la décharge. Ici, le schéma qui est le même pour les charges horizontales et verticales. Au niveau de l'interprétation de ces essais de contrôle, le critère est basé sur le déplacement. Est-ce que le déplacement est du même ordre de grandeur que celui mesuré lors des essais à la rupture? Est-ce que le déplacement est inférieur à la valeur admissible fixée pour la structure par le maître d'ouvrage ou le bureau d'études en charge de la structure? Est-ce que le déplacement résiduel est inférieur ou de l'ordre de 5 mm? Si ces critères ne sont pas validés, alors se pose la question d'une fiche de non-conformité et de la représentativité de cet essai vis-à-vis de toutes les fondations qui se trouvent autour. Dans les recommandations, il y a des schémas, des tableaux qui reprennent tout ce que je viens de dire avec un peu plus de détails. Vous pourrez les retrouver. Ensuite, pour le dimensionnement, donc il est basé sur les essais à la rupture. Je ne reviens pas trop pour le dimensionnement sous effort horizontal et moment. C'est un peu la même philosophie que ce que j'ai présenté juste avant. Bon, je ne vais pas trop vous embrouiller. Pour les vérifications sous effort vertical, elles sont menées pour les efforts à l'ELU et à l'ELS, avec la résistance en compression RCD, la résistance en traction RTD, calculée selon la méthode d'essai de Pieux. L'objectif global, c'est de prendre en compte les valeurs obtenues lors des essais à la rupture, de réduire ces valeurs, d'obtenir une valeur caractéristique qu'on va comparer avec les efforts en sollicitation. Il y a le cas particulier des zones hétérogènes pour lesquelles les réductions sont plus importantes, égales à 2. Bien souvent, on n'a que des essais en traction. Et dans ce cas-là, les résistances en compression sont supposées égales à celles en traction, en supposant que c'est une hypothèse sécuritaire. Globalement, le schéma de validation à la fin de l'interprétation de ces essais est le suivant. Si les charges verticales à l'ELU sont inférieures à la charge admissible par le sol, donc celle qui a été testée pendant les essais, et que les déplacements horizontaux mesurés pendant les essais sont inférieurs au seuil préalablement fixé, alors le dimensionnement est validé. Si on se retrouve dans un cas où soit les charges verticales à l'ELU sont supérieures à celles qui sont admissibles par le sol et ou que les déplacements horizontaux sont supérieurs au seuil fixé, le dimensionnement n'est pas validé. Donc, il va falloir proposer soit des nouvelles longueurs de pieux, soit des nouvelles sections, soit une nouvelle technologie. En tout cas, ça va mener à une nouvelle campagne d'essai à la rupture.
Et ensuite, il y a un cas où soit les charges verticales à l'ELU sont significativement inférieures à la charge admissible par le sol, ou bien également que les déplacements horizontaux sont significativement inférieurs aux seuils qui ont été fixés. Dans ce cas-là, il s'agit peut-être d'un surdimensionnement. Les longueurs ou les diamètres ou tous les paramètres pourraient peut-être être optimisés. Et dans ce cas-là, une nouvelle campagne d'essai à la rupture devrait alors avoir lieu aussi. Ça va, on ne vous a pas perdu? Donc pour finir, un exemple qui va balayer tout ce qu'on vient de vous décrire. Donc, il s'agit d'un site où on a un projet de centrale photovoltaïque au sol sur une surface de 12,8 hectares. Les données bibliographiques nous donnent une géologie qui consiste en des calcaires avec un recouvrement d'altération, d'épaisseur variable et de nature variable. Pas de risque majeur identifié, pas d'eau et une profondeur hors gel de 70 cm. Les investigations géotechniques qui ont été réalisées sur ce site ont consisté en 5 sondages de 5 mètres de profondeur avec des essais pressiométriques tous les mètres, enfin 1, 2, 3, 4 mètres, 13 pénétromètres dynamiques descendus à 5 mètres ou au refus, 12 fouilles à la pelle qui permettent de lever la coupe lithologique des sols et de prélever des échantillons de sol pour analyse en labo, 3 identifications GTR en labo et 5 analyses d'agressivité des sols sur les bétons. Là, il n'a pas été réalisé d'essais de corrosivité sur les aciers, puisqu'assez rapidement, on a vu qu'on ne pourrait pas faire de pieux battus. À ce stade-là des études, on n'avait pas de descente de charge définie, donc on a pris des hypothèses courantes, et pas non plus de seuil de déplacement fixé par le maître d'ouvrage. Avec tout ça, on en sort un modèle géotechnique. Alors, la nature des sols est homogène sur l'ensemble du site. Donc, on a une zone géotechnique homogène et un modèle géotechnique qui va avec. Donc, limon argileux sur calcaire, avec les caractéristiques de chacune des couches de sol. Ensuite, on utilise la méthode de calcul modèle de terrain et on propose un dimensionnement. Là, il a été proposé des pieux forés scellés au béton, donc assimilés à des micropieux type 2, diamètre 150 mm, longueur 1,70 m. Là, on retrouve notre profondeur hors gel de 0,7 m, auquel on va ajouter 1 mètre d'ancrage minimum recommandé, donc d'où cette longueur d'1,70 m. Ensuite, le projet s'affine, avance, peut-être le permis de construire est obtenu, etc. Le bureau d'études structure est choisi. Les descentes de charge sont définies. Donc, on a des descentes de charge à l'ELS caractéristiques et à l'ELU fondamental pour les pieux nord et les pieux sud. Les profilés souhaités, là, c'est pareil, le maître d'ouvrage ou même l'entreprise a déjà peut-être choisi, peut-être même commandé ces profilés. Donc, des C90 d'épaisseur 1,5 mm et des C120 de même épaisseur. Les machines disponibles permettent de faire des forages en 127 ou en 160. Et les déplacements max admissibles sont de 12 à 16 mm en vertical, 5 mm résiduels en horizontal. On a toujours notre même modèle de sol. Il n'a pas changé. Donc là, on conduit l'ébauche dimensionnelle avec la méthode de calcul modèle de terrain. C'est le logiciel Foxta qui a été utilisé. Et là, on en sort du coup l'ébauche dimensionnelle. Là, avec ces profilés-là qui nous ont été donnés et ces descentes de charge-là. Donc en fait, on a refait le même calcul que sur la diapo précédente, mais avec les descentes de charge définitives et avec des profilés qui nous ont été fixés également. Donc, ça permet de proposer un dimensionnement pour des C90 diamètre 127 mm. En fait, le dimensionnement permet de proposer 1,40 m de longueur pour le pieu nord, 1,20 m pour le pieu sud. Mais comme on recommande d'ancrer de 1 m sous l'épaisseur hors gel, ça fait 1,70 m. Et pareil pour les C120, les calculs nous montrent que 1,30 m pour le pieu nord
ou 1,20 m pour le pieu sud pourrait suffire, mais on retient 1,70 m. Et ensuite, avec ça, on rédige un protocole d'essai à la rupture. Donc on propose des pieux forés scellés au béton, on propose de tester les C90 et les C120, on propose de faire 40 essais répartis sur les 12,8 hectares, ce qui correspond en fait à un XI1 de 1,2 et XI2 de 1,05. C'est le tableau d'EXI que Pauline vous a montré juste avant, que vous retrouvez en annexe des recommandations. Donc 40 essais, c'est pour chaque type de pieu. Donc si on veut tester les C90 et les C120, on va faire 40 plus 40, 80 essais. Ces tests sont réalisés en horizontal sur un pieu sur deux et en charge verticale sur tous les pieux. En horizontal, on va aller jusqu'à 130% de l'ELS sans dépasser 100% de l'ELU, et en vertical, jusqu'à au moins 160% de l'ELU, puis 200%, puis jusqu'à l'arrachement. Mais ici, on sait d'avance que l'engin disponible sur site ne pourra pas aller au-delà de 5 tonnes. Donc, on va se débrouiller avec ça. Les essais à la rupture, les pull-out tests sont réalisés. Donc, on avait envisagé de faire 40 essais. Non, c'est pas ça, c'est là. 40 essais pour chaque diamètre. En fait, il a été réalisé 33 essais, les aléas de la réalisation des essais sur site, pour le diamètre 127, donc avec les profilés C90. Il a été décidé de ne pas tester les profilés plus grands. Et on va retenir uniquement 29 essais sur ces 33. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 essais qui sont jugés pas satisfaisants, mais qui m'ont montré une rupture prématurée qui n'est pas dimensionnante. C'est-à-dire que ce n'est pas le sol qui a lâché, c'est un défaut de bétonnage, une rupture des lingues, le comparateur qui est tombé en rade, enfin des choses comme ça. Donc, on retient 29 essais. Les paliers ont été respectés. Attention de bien faire l'essai horizontal avant le vertical, sinon on va dégrader le pieu en faisant le vertical avant. Mais ils n'ont pas été menés jusqu'à l'arrachement, parce que finalement, la machine pouvait aller jusqu'à 4,3 tonnes. Les déplacements ont été mesurés sur site pendant les essais. Donc en vertical, on a 0 à 4 mm, et en horizontal, on a 4 à 15 mm au max, et 0 à 3 mm en résiduel. Ensuite, on va interpréter ces 29 essais. Donc on va vérifier sous efforts verticaux avec la méthode essai de pieux qui vous a été décrite avant. Donc là, les XI ont été recalculés puisqu'il y a 29 essais au lieu des 40 attendus. Donc on a des XI un petit peu plus importants. 1,3 pour le XI moyen et 1,2 pour le XI min. La résistance à la traction moyenne mesurée sur site était de 43 kN, mais comme sur ce site, donc ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a presque un an, l'épaisseur dégradée n'a pas été dégradée in situ pour la réalisation des essais. Il se trouve que les essais donc ont été réalisés dans un cas où le sol est en très bon état partout, y compris depuis la surface. Donc, dans ce cas-là, quand on a interprété les essais, on s'est dit comment faire pour prendre ça en compte. On a dégradé en fait la résistance à la traction au prorata de l'épaisseur dégradée sur la longueur totale du pieu. Donc 50 cm versus 1,70 m. Donc au final, à la fin, on a 25 kN au lieu de 43. Et la résistance à la traction minimale de 34, pareil, on la dégrade et on retient 20. Mais tout ça permet quand même d'obtenir des facteurs de sécu supérieurs à 1 en ELU et aux ELS pour les pieux nord et les pieux sud. On vérifie ensuite sous efforts horizontaux et moments, donc toujours sur la base de ces mêmes essais. On a des déplacements qui sont inférieurs à 15 mm en max et inférieurs à 3 mm en résiduel, enfin 3 mm en résiduel. Donc tout ça fait que nos pieux de 1,70 m avec des profilés C90, 1,5 mm d'épaisseur, diamètre 127, le dimensionnement de ces pieux est vérifié sur ce site. Donc, tout va bien, on réalise, le projet se fait, les travaux démarrent, etc. Les pieux définitifs du projet sont réalisés.
Et les essais de contrôle sont demandés par les géotechniciens, les bureaux de contrôle. Donc, on demande de réaliser des contrôles sur 1% des pieux, avec un minimum de 1 pieu par hectare, des essais horizontaux et verticaux, conduits jusqu'à 110% de l'ELS. Et les déplacements doivent être similaires à ceux qu'on a obtenus lors des essais à la rupture, et en tous les cas inférieurs au seuil fixé. Voilà. Merci.